Salut. Bonjour. Vent, solaire, biomasse est en progression soutenue, mais plus lente que le reste. Et bon, il y a des variations d'année en année, mais ça reste un tout petit peu comme ça. Je pense que si on faisait les chiffres pour les dernières années, le gaz resterait en progression croissante. Le pétrole a probablement pas mal diminué parce qu'il y a des difficultés depuis 2018, j'y reviendrai peut-être. Et le charbon a probablement repris un peu de poil de la bête. Et peut-être que ici, là, les renouvelables ont un petit peu augmenté leur rythme de progression, mais ça reste dans l'ensemble assez décevant. Voyons, c'est un peu compliqué comment la démarche. Bref, c'est un peu là qu'on s'est rendu et c'est un petit peu dommage. J'ai ce tableau-là que je pourrais vous présenter aussi, qui replace le solaire et l'éolien dans l'ensemble de l'énergie utilisée dans le monde, qui est en noir, et deux petites lignes ici. Bon, depuis le temps que ça a été fait, ce tableau-là, les deux petites lignes ont peut-être doublé de hauteur, mais toute la partie noire a progressé un peu aussi. Alors, on voit que la, la transition énergétique se déroule en fait très, très, très lentement. Et on pourrait vous montrer celui-là aussi, ce tableau-là, qui est assez révélateur aussi. C'est la part des carburants fossiles dans l'énergie utilisée dans le monde. Alors, vous voyez qu'en 90, on était à 88 %. En 2015, on était rendu à 86 %. On perd 1 % par décennie. Alors, tout va bien. On est sur la voie. Non, je blague un peu. Vous voyez qu'il faut absolument accélérer ce qu'on a fait actuellement. On fait des choses intéressantes actuellement. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, mais les énergies fossiles, la difficulté qu'on a, c'est qu'ils augmentent finalement plus vite que ce qu'on peut augmenter les énergies renouvelables. Et bien qu'on a toutes sortes d'effets d'annonce, on entend parler de toutes sortes de projets renouvelables qui sont excitants, qui sont intéressants, les prix diminuent, tout ça. Les fossiles n'ont pas perdu la bataille encore complètement. Le pétrole, peut-être un tout petit peu, on y reviendra. Maintenant, d'où vient donc la perception, là, la différence de perception entre une transition rapide, une réalité qui est un peu plus mitigée? Souvent, les médias vont donner des données relatives en pourcentage. Et quand on parle en pourcentage, plus 20 plus moins 10 là, c'est un peu difficile d'avoir une idée des quantités réelles qui sont en cause. Ici, quelque chose qui est très petit augmente de 50 c'est facile, mais si l'énergie fossile, qui est très grosse, augmente de 1 le chiffre a l'air petit, mais en quantité réelle et en nombre d'émissions, au bout, ça peut être énorme. Il y a aussi il y a des effets d'annonce, une espèce de billet de sélection. On est plus enclin à annoncer les réussites, les succès, les trucs qui sont nouveaux et révolutionnaires et qui changent la vie. Les médias sont enthousiastes là-dessus. Ce qui est dans la routine, ce qui est ancien, ce qui est un peu décevant, le fait qu'on soit encore dans le pétrole, il n'y a pas beaucoup d'effets d'annonce dedans. Alors, on en parle un tout petit peu moins en disant c'est out, mais en fait, c'est toujours notre réalité, même si on voit d'autres choses qui se dessinent. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont dans les projections. Alors, on annonce le projet pour le succès pour une date prochaine. C'est dans 5 ans, on va voir que ça augmente beaucoup. Ce discours-là, dans 5 ans, ça va être rendu big. J'entends ça depuis au moins 2004 là, pour les voitures électriques ou à hydrogène. Et le 5 ans est toujours retardé à chaque année d'une année de plus. Alors, je peux vous dire, en 2025, les voitures électriques, ça va être big, ça va être énorme. Ou peut-être pas. Philippe, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu préfères avoir les questions au fur et à mesure ou bien à la fin? Je pense que je vais les prendre à la fin, si ça ne te dérange pas. Parfait. D'accord, oui. Et il y a une information qui vient de l'industrie, qui est prise de bonne foi par les médias ou les ONG environnementales, avec pas toujours assez de recul ou sens critique. On veut tellement y croire qu'on dit c'est super, on ne questionne pas. Finalement, le discours sur les renouvelables se veut extrêmement rassurant. Il renforce la confiance envers l'État, envers l'industrie. Ça cimente le statu quo social. C'est merveilleux. Mais bon, la réalité est pas à la hauteur là, de ce qu'on aimerait avoir. Donc, ma thèse, c'est que la transition énergétique, c'est quelque chose qui est éminemment souhaitable, mais elle se déroule beaucoup trop lentement. Elle ne sera pas déterminée en 2050, comme on l'espérait.
Ces dernières années, la transition énergétique n'accélérait plus, elle a même ralenti. Et elle a ralenti encore plus à cause de la COVID-19. Tous les projets sont arrêtés, sauf ceux qui étaient déjà bien lancés, mais le financement des nouveaux projets est probablement arrêté pour au moins 1 an ou 2. Il y a des facteurs techniques sérieux qui sont en cause. Ça va au-delà des enjeux de volonté politique ou de la propagande des pétrolières. Tout ça existe, mais il y a des choses dont on parle moins qui sont aussi des obstacles ou des freins au minimum. Et il y a aussi un Comme problème quoi, dont par je vais parler. exemple? Quel autre obstacle? Je vais en parler dans le reste de la conférence. J'annonce un petit peu à la donne. Je vais rentrer dans les détails plus tard, si vous n'avez pas d'objection. Il y a aussi le fait que les transitions énergétiques, historiquement, c'est toujours quelque chose qui s'est passé très lentement. Tu sais, on a cette espèce de récit que le bois a été remplacé par le charbon, que le charbon a été remplacé par le pétrole, que le pétrole est en train d'être remplacé par le gaz ou le solaire ou quoi que ce soit. Mais en fait, actuellement, on consomme plus de bois qu'en 1800 et plus de charbon qu'en 1900. Et même si ces énergies-là, en pourcentage, sont rendues une moins grande quantité, une moins grosse proportion de notre mix énergétique, en quantité consommée, c'est beaucoup plus pour le charbon et un peu plus pour le bois qu'à la grande époque là, de la domination de ces énergies-là. Donc, l'ampleur du défi pour 2050 est très grand parce que la transition devrait se faire très, très vite. Je vais vous passer ces images-là. Je vais vous passer celle-ci qui donne un petit peu une idée de l'ampleur du défi. Ce que dit ce tableau-là est un peu compliqué à lire, mais ce que dit, c'est si on vous l'avait voulu, l'idée, c'est qu'on veut arriver à zéro d'émission en 2050. Et si on avait commencé en l'an 2000, à diminuer nos émissions, on aurait eu à le faire au rythme de 2% par année. En commençant en 2019 ou cette année, il faudrait réduire nos émissions de 5 par année, ce qui est assez compliqué comme défi. Et si on attend encore 10 ans, qu'on attend en 2030 pour se grouiller, il faut réduire nos émissions de 9 par année. Il n'y a personne au monde qui sait comment on fait ça. Parce que remplacer quelque chose par d'autres choses, ça prend du temps. Les projets prennent souvent 5, 10, même 15 ans à se mettre en place. Donc, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ce qui est assez ennuyeux, en fait. Il y avait Ugo Bardi, qui est un professeur italien très spécialisé dans ces questions-là, qui estimait en 2016 qu'il faudra augmenter la production d'énergie renouvelable de 20 par année de 2017 à 2022, puis après ça de 10 par année de 2023 à 2050 pour effectuer une transition énergétique complète. Alors 20 depuis 2016, on ne l'a pas fait, loin de là. Et 10 par année, on ne sait pas trop comment on peut faire ça. Les investissements actuels sont à peu près le 10e de ce qu'il faudrait faire. Il y a un chercheur américain, Can Caldera, qui estimait en 2000 que pour faire la transition énergétique, il faudrait ouvrir l'équivalent d'une nouvelle centrale nucléaire chaque journée, de 2000 à 2050. C'est-à-dire 365 réacteurs nucléaires x 50, et que les efforts qu'on fait actuels, si on les poursuit, la transition énergétique va prendre encore 363 ans. On est donc très, très loin du compte. Le problème qu'on a actuellement, mis à part le fait que les renouvelables n'arrivent pas vite, c'est que les fossiles sont peut-être en train de sortir plus rapidement que ce qu'on pense. Les projections du GIEC sont un petit peu maudites en ceci qu'ils ont un peu oublié de tenir compte des quantités de carburants fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, qui sont disponibles. Les projections du GIEC sont basées sur l'hypothèse que les carburants fossiles sont disponibles dans la quantité qu'on veut. Et donc, c'est assez facile de projeter là, des consommations élevées jusqu'en 2100 et des plus 5, plus 6 degrés de réchauffement, tout ça. Mais en fait, si on regarde ça de plus près, les carburants fossiles ne sont pas très, très loin de leur sommet. Ça veut dire, dans le cas du pétrole, on pense qu'il y a eu un sommet de production qui a été atteint en novembre 2018. La production a diminué tout le long de 2019. Après ça, évidemment, elle a connu un gros coup de frein avec
avec la crise de la COVID et la récession que ça entraîne. Ça pourrait reprendre en partie, mais on pense qu'en fait, le pétrole a atteint son pic, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la production de pétrole va avoir tendance non pas à augmenter chaque année, comme elle le fait depuis les années 1860, mais à décliner tranquillement. Alors, on pourrait avoir 25 moins de pétrole, disons, en 2040 actuellement, et peut-être juste la moitié ou le tiers du pétrole en 2070. On va en brûler moins. Ça veut aussi dire que c'est de l'énergie qui est plus disponible, qu'il faut remplacer par d'autres choses. Et on voit que les renouvelables s'essoufflent un peu à prendre le relais. On a un peu le même problème avec le charbon. C'est pas trop clair si c'est un problème de demande ou si c'est un problème de production. On sait qu'il y a eu une espèce de premier pic en 2013. La production de charbon a l'air de vouloir reprendre le dessus. Mais alors qu'il y a plusieurs sources qui disent qu'on a pour 2 ou 3 siècles de charbon. En fait, les évaluations les plus récentes sont faites selon les règles de l'art et qui ont connu très, très peu de publicité. Montrent, par exemple, que le principal gisement de charbon aux États-Unis a pour 35 ans de réserve seulement. En Chine, il y a plusieurs régions de charbon qui sont déjà épuisées. La production est passée à d'autres régions, est passée en Australie, mais au rythme où ils exploitent, ça ne durera pas sans doute éternellement. La capacité d'augmenter la production n'est pas là. Ils vont probablement réussir à la soutenir un bout de temps. On va probablement décliner à partir des années 2030, 2035, quelque chose comme ça. Le gaz aussi, il y a des incertitudes. Peut-être 2025, 2030, on va commencer à avoir un déclin. Évidemment, ce n'est pas comme si on fermait le robinet d'un coup. Hein. Il faut plus voir ça comme une espèce d'éponge qui se vide et qui dégoûte là, de moins en moins rapidement. Mais il reste qu'on a un problème. Si on veut soutenir la croissance, comme on l'a fait jusqu'ici, en investissant toujours plus d'énergie, bon marché, on a un problème parce que l'énergie rare, c'est une énergie qui est plus chère parce qu'il faut travailler plus fort pour l'extraire. Et c'est aussi une énergie qui est souvent de moins bonne qualité. C'est des produits de deuxième choix qu'il faut plus transformer. C'est moins d'énergie nette, ça coûte plus cher encore une fois. Donc, on a des problèmes. Ça, c'est un tableau que je voudrais vous montrer. Celui-ci, voilà. C'est un tableau, en fait, de l'exploration pétrolière. Ce que vous devez regarder ici, c'est la coupe verte qui montre que les découvertes de nouveaux pétroles ont atteint leur sommet au début des années 60, à peu près 45-46 milliards de barils par année, et que ces dernières années, les découvertes sont de l'ordre de je sais pas, là, 5 ou 6 milliards de barils par année, et on en consomme au moins 30. Donc, ces dernières années, on a trouvé chaque année un sixième ou un septième du pétrole qu'on consomme. Heureusement, bon, dans les années 60, on a trouvé beaucoup. Il reste comme des réserves de stock un peu moins intéressants qu'on gardait de côté, qu'on n'exploitait pas. Et maintenant, on les met en exploitation. C'est pour ça que les pétrolières font plus beaucoup d'argent. Ils mettent en production des trucs qui ne sont pas super rentables. Mais bon, ces réserves-là ne sont pas éternelles et on ne peut pas consommer très longtemps 6 ou 7 fois plus d'énergie qu'on en trouve. Alors, l'ère du pétrole touche à sa fin. C'est un fait qui est bon sous certains points de vue. Évidemment, on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est mauvais pour d'autres parce que tant qu'on n'a pas d'alternative, on est un petit peu dans le pétrin. Historiquement, il y a eu 65 pays producteurs de pétrole dans le monde. Il y en a 55 qui ont déjà atteint leur pic. Et il reste seulement 6 pays qui ont un potentiel d'augmenter leur production. Tous les autres sont confrontés à un déclin déjà amorcé ou imminent. Je vous nomme les 6 pays. Le Brésil, le Canada, les Émirats arabes, l'Irak, le Kazakhstan, le Venezuela. C'est les 6 pays qui n'ont pas atteint leur pic pétrolier et qui ne sont pas sur le point de le faire. Le Canada, on n'a pas l'habitude d'y penser comme ça, mais c'est devenu une superbe puissance pétrolière. L'année passée, le Canada était le 4e plus grand producteur de pétrole au monde, devant l'Irak, devant l'Iran, qui sont considérés comme des grands producteurs. Et en 2040, il pourrait être le 2e producteur de pétrole après l'Arabie saoudite, devant le pétrole, devant le Brésil, devant les États-Unis, devant la Russie, qui est confrontée à un déclin absolument terrible. Et évidemment, les pressions pour que le Canada continue à produire du pétrole, ça va être un des derniers grands producteurs, vont être énormes.
Alors, nous, comme écolos, on fait des pressions pour réduire la production. La communauté internationale fait des énormes pressions pour l'augmenter. Et comment ça va finir cette affaire-là, je ne suis pas trop sûr. À moins d'avoir une alternative là, renouvelable très, très forte, à mon avis, on va continuer à exploiter de plus en plus. Et c'est évidemment pas une bonne nouvelle. On va passer à un certain nombre de choses. Ici, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vous montrer. On va commencer à parler des renouvelables. Ça, c'est l'état des investissements dans le secteur du solaire en jaune, de l'éolien en bleu et en vert. Ici, on voit un petit peu les biocarburants. Et le tableau couvre la période de 2005 à 2018. Alors, ce qu'on voit, c'est que, en fait, le sommet de l'investissement dans les renouvelables a été atteint quelque chose comme en 2011, avec un pic secondaire en 2016, qui était lié à la Chine. Si on regarde les pays occidentaux, en fait, le sommet de la production a été atteint en 2011, de nouvelles installations, on installe des nouveaux panneaux, des nouveaux éoliennes. L'Asie a beaucoup pris le relais depuis 2015. Alors, ça paraît dans les statistiques mondiales, mais en fait, les résultats dans nos pays ne sont pas super bons. Regardez ce qui se passe au Québec. On a installé des parcs d'éoliennes. C'était à quelle période? C'est à peu près ça, 2012, 2013, 2014 sont rentrés en service. Depuis ce temps-là, on n'a pas fait grand-chose. On remarque aussi, c'est assez intéressant, au début, il y avait beaucoup d'intérêt sur toutes sortes de choses qu'on voit en mauve, là, qui étaient des trucs un peu plus exotiques, la géothermie, des patentes comme ça, un peu. Et il y avait beaucoup d'intérêt pour les biocarburants. À l'époque, on parlait beaucoup d'algues, tout ça a échoué, ça n'a pas été intéressant. Et on voit que vraiment l'avenir se passe en deux choses. L'éolien qui n'a pas beaucoup progressé, en fait, depuis 10 ans, et le solaire qui prend beaucoup de poils à la bête. Mais dans le monde, c'est un peu partagé. Hein? Le solaire, beaucoup dans les pays tropicaux, en Asie, tout ça, et tous les pays un peu nordiques, latitude moyenne, tempérée, comme le Canada, l'Europe, beaucoup dominés par l'éolien parce que l'ensoleillement n'est pas aussi bon là-bas, le solaire n'est pas aussi intéressant. Donc, le portrait est un peu partagé de ce point de vue-là. Par rapport à 2018, d'ailleurs, on voit que les investissements ont baissé de 39% en Chine en 2019, de 6% aux États-Unis, de 4% en Europe. Donc, le niveau reste très faible. On a l'impression, souvent dans les médias, d'un boom, mais en fait, au niveau mondial, pas tellement. Les investissements se déplacent. Il y a certains pays qui arrêtent, il y en a d'autres qui reprennent la relève. Alors, il y a des investissements super importants dans certains pays qui gardent l'enthousiasme, mais en fait, les chiffres ne sont pas vraiment là. D'ailleurs, je pourrais vous montrer ça. Ça vous donne une idée de l'évolution dont je vous parlais pour l'Europe. Vous voyez, sommet ici des investissements en 2011. Depuis ce temps-là, ça décline. C'est pas un effondrement, mais c'est un peu décevant. On imaginerait que l'Europe investirait un peu plus. Là, ils sont partis là, dans la folie de l'hydrogène. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça va peut-être relancer les investissements dans les renouvelables pour pouvoir produire de l'hydrogène. Mais ces dernières années, c'était pas grand-chose et c'est un peu inquiétant, en fait. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez regarder? Tiens, je pourrais vous montrer. J'avais le chiffre pour le Canada ici. Vous allez être très impressionné des investissements dans le Canada. C'est à la même échelle que ce que je vous ai montré avant. Vous voyez qu'il y a un sommet ici en 2011 et qu'on est à peu près à 15% du niveau de 2011. Ça a presque arrêté. Curieusement, alors que les installations, les trucs qui sont vraiment en activité au Canada dans le renouvelable se concentrent en Ontario et au Québec, les investissements actuellement, de façon inattendue, sont en Alberta, en Saskatchewan, un petit peu en Colombie-Britannique. Il y a beaucoup de projets qui sont en construction actuellement qui vont rentrer en ligne en 2021-2022. Mais à cause de la COVID, tous les investissements sont bloqués. Alors, une fois que ces trucs-là sont construits, en fait, on tombe à vraiment pas grand-chose. Si on poursuit un peu, donc okay, on va revenir là-dessus, Il y a, un des enjeux, c'est la question des ressources naturelles que ça prend. Les énergies renouvelables, ça utilise quelque chose comme 10 fois plus de métaux que les énergies fossiles pour une quantité d'énergie produite égale.
Je veux dire, une centrale au charbon, en fait, c'est pas très, très gros et ça produit beaucoup d'énergie. Si on installe la même quantité de capacité énergétique en éolienne, on a des centaines de tonnes d'acier et de ciment à chaque fois pour pas beaucoup de production. Alors, c'est un vrai problème. C'est pas des matériaux rares, c'est pas quelque chose dans lesquels on est contraint, mais ça coûte un peu cher et c'est un frein. Euh, on parle beaucoup des terres rares. Dans le cas des énergies renouvelables, c'est pas un problème. Ça devient un problème dans le cas des batteries euh, pour le stockage de l'énergie. Heureusement, le batterie, c'est plus un truc pour les transports que pour la production d'énergie pour le moment. Alors, il y a des ressources, vous avez entendu parler, par exemple, le cobalt, le néodyme, mais aussi le nickel, le cuivre, le manganèse, sur lesquels il y a des pressions. C'est pas pour dire qu'on va manquer de ces matériaux-là, que les usines vont fermer faute de ressources, mais souvent, les nouvelles usines de batteries, les projets sont un peu retardés parce que la nouvelle mine qu'il faudrait pour l'approvisionner n'est pas encore ouverte, est en développement. Ça va prendre 5 ou 10 ans de l'ouvrir. On manque un petit peu de cobalt, on manque un petit peu de lithium. Et dans le cas des voitures électriques, c'est un facteur qui retarde beaucoup le progrès. Comme je dis, c'est pas qu'on en manque, mais il n'y en a pas autant disponibles qu'on voudrait pour augmenter la production. Et quand on dit qu'on va passer à 100% de voitures électriques en 2030, j'en doute beaucoup parce que les matériaux qu'il faudrait pour produire toutes ces batteries-là ne sont pas disponibles, ne sont peut-être pas disponibles à temps. Et c'est pas pour rien qu'une grosse partie de l'industrie automobile actuellement se penche sur la question de l'hydrogène parce qu'ils voient qu'il va y avoir un problème sur les batteries puis ils cherchent une alternative. Est-ce que l'hydrogène va marcher? Moi, je suis un petit peu sceptique là-dedans. On a eu un premier mirage de l'hydrogène en 2005 et ça a été complètement oublié, c'est tombé à l'eau. Mais pour le moment, c'est là que l'industrie est en train de réfléchir. Ils ne voient pas tant d'avenir que ça pour la voiture électrique à batterie. Enfin, il y a des contraintes sur l'approvisionnement. Il y a des problèmes de management aussi, on ne pense pas, mais le prix des énergies renouvelables a diminué de façon hallucinante ces dernières années. C'est vraiment rendu bon marché. Et du point de vue des gestionnaires de projets, des gens qui veulent produire de l'énergie, c'est un problème en fait. Parce que l'équipement qu'on paye au prix fort cette année, dans 5 ans, va peut-être être fortement déprécié avant même qu'on ait fini de le payer. Alors, vous comprenez, vous avez payé pour 100 millions de dollars un actif qui maintenant on pourrait remplacer pour 30 millions. Et finalement, vos actifs comme entrepreneurs valent pas grand-chose, ont perdu de leur valeur avant même d'avoir réalisé des profits. Ça fait beaucoup hésiter sur les investissements. C'est grave, particulièrement dans le solaire, parce que le solaire, on peut le construire n'importe où. Dans l'éolien, les sites venteux sont rares, alors il y a une certaine compétition pour aller occuper les meilleurs sites avant que les concurrents les prennent. Alors même s'il y a des incertitudes sur la valeur que ça va avoir plus tard, au moins d'être propriétaire du site et d'avoir installé ses jouets dessus, ça a de la valeur en soi. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de parcs éoliens solaires qui sont attribués par les gouvernements ou par les entreprises distributrices d'électricité par appel d'offres. Et ils sont très, très compétitifs et les entreprises soumettent à des prix tellement bas là-dessus que les marges bénéficiaires, après ça, sur l'énergie qu'ils produisent, est très, très faible. Et ça renforce l'idée que les énergies renouvelables, ce n'est pas un investissement rentable, c'est difficile de faire de l'argent là-dedans. Et si les entreprises ne font pas d'argent, évidemment, ne sont pas enclines à investir, d'autant moins qu'ils n'ont pas d'argent dans leur poche pour le faire. Alors, c'est un secteur très compétitif. J'ai déjà un peu couvert ça. Il y a souvent l'idée qu'on a que la technologie, il y a une nouvelle technologie fabuleuse qui va venir nous sauver, qui va régler tous nos problèmes. Hein, je ne sais pas moi, la fusion, toutes sortes de trucs dont on parle actuellement. En fait, le déploiement des technologies dans le secteur énergétique, historiquement, a été très, très long. Alors ça, c'est les dates d'invention de plusieurs technologies courantes. Et vous voyez donc, par exemple, les cellules photovoltaïques. Ouh là là, j'ai perdu mon truc. Comment est-ce que je retourne là? Précédent. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, les panneaux solaires, technologie inventée en 1954, c'est loin d'être dominant dans notre univers, hein, 65 ans plus tard. Les éoliennes modernes inventées en 57, en fait, on a commencé à l'installer à partir des années 70, mais ça fait quand même 50 ans que c'est en déploiement et ça reste très, très petit.
Si vous regardez, la batterie lithium-ion a été inventée en 79, a commencé à se populariser dans les années 90, mais c'est une technologie qui est mature, elle a 30 ans et elle est loin d'être dominante, en fait. Alors, il faut penser que la transition énergétique va se faire, si on veut la faire d'ici 2050, elle va se faire avec des technologies dont on dispose déjà. Les technologies sur lesquelles on travaille en ce moment vont arriver trop tard pour faire une différence. C'est assez troublant parce que ça contredit tous les discours qu'on entend, mais il faut se faire à cette idée-là. Donc, si on peut arriver à des genres de conclusions, parce que je vous ai garoché plein d'éléments perturbants, comment est-ce qu'on retombe sur nos pieds là-dessus? Je dirais, à cause des lenteurs de déploiement, les renouvelables ne remplaceront pas à 100% les énergies fossiles en 2050, et encore moins au niveau de consommation actuelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir probablement moins d'énergie fossile en 2050 et que les renouvelables n'auront pas remplacé complètement cette perte-là. Ils vont nous donner quand même un minimum pour vivre, mais il va falloir s'habituer à vivre avec beaucoup moins d'énergie, ou pas mal moins d'énergie en tout cas. Ce n'est pas une chose impossible ou forcément si grave. Si on baisse, par exemple, notre consommation d'énergie de 30%, ça nous ramène à peu près au niveau de 1993. Si on la baisse de 50% au niveau de 77, si on la baisse de 80%, ça nous ramène à peu près au niveau de 1950. On vivait pas si mal dans les années 50. Je pense pas que mes parents ou les vôtres là, suçaient des cailloux dans des cavernes, mais il reste que il va falloir penser à cette descente-là, comment on vit avec moins. Il va probablement avoir des technologies qu'on va avoir du mal à maintenir. Une des plus menacées, à mon avis, c'est tout ce qui concerne l'informatique, Internet, les téléphones cellulaires. Ça prend des quantités invraisemblables de terres rares, de matériaux qui sont peu disponibles là, Il reste 5 dans minutes, Philippe. Ouais, ça va, je suis dans les temps. OK. Donc, ça utilise toutes sortes de matériaux qui sont plutôt rares, qui sont difficiles à recycler. Et ça demande beaucoup d'énergie aussi. L'infrastructure de l'Internet, on ne la voit pas, mais elle consomme des quantités croissantes d'énergie. La 5G va encore augmenter la consommation d'énergie. Le big data, c'est plein de stockage, c'est plein d'ordinateurs qui roulent partout dans des centres de données partout dans le monde et qui consomment des quantités croissantes d'énergie. Il va falloir mettre la pédale douce là-dessus parce qu'on ne pourrait pas continuer. Il y a un chercheur français qui s'appelle José Alloy qui, dans le cas de ces technologies-là, parle en fait de technologies zombies. Pour le moment, ils ont l'air, ils marchent, là, ça avance, ils progressent, mais en fait, ils sont basés sur des prémices qui ne sont pas durables et on ne voit pas comment on peut soutenir ces technologies-là au niveau on utilise au-delà d'un horizon de 20 ou 30 ans parce que les ressources vont manquer. Ils utilisent beaucoup d'éléments qui sont extrêmement rares. L'autre conclusion aussi, c'est qu'on ne peut pas miser sur les énergies renouvelables comme si c'était une espèce de béquille pour maintenir nos habitudes de consommation. Les renouvelables, ça marche, mais à condition de consommer autrement, de consommer au moment où l'énergie est produite plutôt qu'à n'importe quel moment. Ça veut dire que les jours où il ne fait pas soleil ou les jours où il ne vend pas, il va probablement falloir réduire la consommation industrielle, peut-être notre consommation domestique aussi. Peut-être avoir un certain rationnement là, à ce niveau-là où on a ça dans le système à Biénergie au Québec. Hein, quand il fait froid, il y a une lumière rouge qui s'allume. L'énergie est plus chère, consommez moins. Mes parents capotent à chaque fois qu'ils voient la lumière allumée. Donc ça, ce système-là chez eux, en fait, il y aurait parfaitement les moyens de réduire, de payer la facture d'électricité, mais ils n'aiment pas l'idée de la payer cher. Et quand la lumière s'allume, ils n'allument plus de lave-vaisselle, ils font plus de lavage, ils font plus de séchage. Et ça nous permettrait, ce genre d'habitude de consommation-là, nous permettrait de mieux surfer là, sur les variations de production électrique là, qui sont liées au fait que les renouvelables produisent une énergie intermittente. Ce qu'on voit aussi, c'est la trame narrative sur la transition, la croissance verte, l'économie circulaire.
Ça nous montre un peu, ça sert surtout à réaffirmer que le capitalisme industriel détient toutes les solutions, alors qu'en fait, il se heurte à des contraintes physiques réelles. L'économie circulaire des produits industriels, surtout les produits informatiques, je n'y crois pas. Je veux dire, personne n'est capable de faire un nouveau téléphone cellulaire à partir d'un ancien téléphone cellulaire. Une grande partie de ce qui est dedans est pas recyclable, est perdu, est réutilisé sous une forme dégradée. On le rajoute sous forme de sable, dans du ciment ou des usages pas intéressants comme ça. Et donc, la transition énergétique ne peut se réussir que si elle s'accompagne d'une certaine remise en question du consumérisme, de la croissance. Et ça me ramène un petit peu à mon intérêt, à moi, qui est la question de la décroissance. L'idée de la décroissance, c'est que non seulement on peut faire une vie correcte, intéressante, convenable, avec beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de ressources que maintenant, mais que pour y parvenir, il faut en fait planifier la chose et le faire de façon systématique. On ne peut pas juste penser que ça va être le résultat spontané des forces du marché ou des choses comme ça. Il faut mettre en place des incitatifs qui doivent être publics. Il y a des limites à ce que l'initiative privée ou le sens des responsabilités de chaque individu peut faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut planifier. Il faut se fixer des objectifs. Il faut penser à la manière dont on peut vivre avec moins. Ça va probablement passer par un partage, parce que dans notre monde actuel, quand il y avait des gens qui étaient pauvres, on leur promettait de la croissance. Dans un monde où il n'y a plus de croissance, il faut leur proposer plus de partage à la place pour les sortir de la misère. Alors, c'est quelque chose politiquement qui est compliqué à mettre en œuvre, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va être confronté au problème de diminution d'énergie fossile, de difficulté à mettre en place des solutions, ces choses-là vont s'imposer par elles-mêmes de plus en plus parce qu'il n'y aura pas vraiment d'autres issues possibles. Donc, ça nous prend une baisse planifiée, si possible, de notre mode de vie, parce qu'une baisse qui serait complètement spontanée, laissée aux forces du marché, possiblement un peu chaotique, mettrait sûrement plusieurs d'entre nous dans des positions précaires. Alors voilà, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire. Et j'imagine qu'il y a 1 million de questions. Peut-être pas 1 million, mais il y en a déjà 2, puis moi, je pourrais en ajouter. J'invite les gens, en fait, qui ont des questions à poser, à nous les rédiger. Si vous êtes sur Facebook Live, ben, on va aller voir vos questions, ce sera pas long. On va commencer par celle sur Zoom. Alors, progression du nucléaire, pas négligeable, plus d'explications. Il y a quelqu'un qui voudrait donc plus d'explications sur la progression du nucléaire. Et Ouais. Ça c'est le gros débat qui passionne les Français, puis ils sont à peu près les seuls à se passionner pour ça. C'est assez curieux, là, les Français sont tous convaincus que le nucléaire, c'est big, c'est en croissance. Mais en fait, il y a quelques années, on avait 458 réacteurs nucléaires dans le monde. On est retombé à 438, malgré les nouveaux réacteurs en Chine et en Inde, ou des choses comme ça. En fait, c'est quelque chose qui stagne beaucoup, le nucléaire. Une des raisons, c'est qu'en fait, on manque d'uranium. La production d'uranium est insuffisante depuis des années. On avait réussi à la réaugmenter aux alentours de 2015-2016. Elle a encore baissé de 10-15% dans les 2 dernières années. Si on voulait vraiment faire une relance à base de nucléaire, la ressource manquerait. Évidemment, là, on va me répondre qu'il y a des réacteurs de 3e, 4e génération, surtout de 4e génération, qui sont moins voraces en uranium. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas été mis au point. Ils expliquent, ils n'existent pas, en fait. On n'est pas capable de les mettre en service parce qu'ils n'ont pas été expérimentés. On pourrait peut-être le faire, mais construire la centrale expérimentale, ça prend 10 ans. Faire l'expérience, ça prend 10 ans aussi. On est rendu en 2040. Construire une autre génération de réacteurs, on est déjà rendu en 2050. C'est trop tard. Comme je disais tout à l'heure, toute révolution ou toute transition énergétique doit se faire avec des technologies existantes si on veut la faire d'ici 2050, car on n'a plus le temps. Et même en Chine ou en Inde, on entend beaucoup d'annonces
grandiose de la part de l'industrie qui veulent construire plein de nouvelles centrales, tout ça. Surtout en Inde, ils sont forts là-dessus. Ils ont une agence nucléaire qui est très, très dynamique, qui parle beaucoup. Mais en fait, dès qu'ils proposent quelque chose, le gouvernement les bloque parce que c'est beaucoup moins cher d'installer du charbon. Ils font beaucoup de charbon en Inde, c'est lamentable. Mais ils font également beaucoup de solaire. Et le solaire est rendu la source d'énergie de loin la moins chère maintenant. Quand tu es un dirigeant indien, tu diriges un pays qui n'est pas super riche, tu as le choix de faire du nucléaire qui va être déployé dans 10 ans et qui va te coûter très cher, ou de déployer du solaire qui te coûte moitié moins, le tiers moins, et qui va être en place dans 4 ou 5 ans. Le choix est assez évident. Ouais, c'est moins cher, c'est déployé plus vite, et donc ça a un effet immédiat. OK. Le calcul est simple. Pardon. Je vais passer à une autre question, si tu veux. La deuxième partie de la question, on n'a pas traité, c'est sur les économies d'énergie. Ouais. C'est prometteur, oui et non. Je veux dire, dans l'histoire, depuis la révolution industrielle, on peut dire qu'on a une économie d'énergie en moyenne d'à peu près 1% par année, depuis 200 ans. Et on est incroyablement efficace maintenant par rapport à ce qu'on faisait. Hein. La machine à vapeur de Watt et Newcomen transformait de 1,5-1% de l'énergie du charbon en énergie mécanique, qui pompait de l'eau. Les dernières locomotives à vapeur avaient à peu près 10% d'efficacité, 10% du charbon transformé en énergie mécanique. Maintenant, quand tu as une centrale, disons, au gaz, même une centrale à charbon qui produit de l'électricité, centrale à turbine moderne, à cycle combiné, tu as à peu près 60% de l'énergie fossile qui est transformée en énergie électrique. Super efficace, en fait. Mais la consommation d'énergie ne cesse pas d'augmenter malgré tout, parce que plus c'est efficace, moins ça coûte cher, plus on a envie d'en utiliser. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et l'effet rebond, en fait, noie entièrement les économies d'énergie. L'autre façon dont on peut voir ça, c'est que si on diminue notre consommation d'énergie moyenne de 1% par année, mais que l'économie croît de 3% par année, ça veut dire qu'en fait, la demande d'énergie a augmenté de 3% moins 1, 2%. Donc, on a fait plus d'efficacité énergétique et notre consommation d'énergie a continué à augmenter. Donc, l'efficacité énergétique, en fait, ne peut vraiment fonctionner que si on a une économie stable qui ne progresse plus, qui n'a plus de croissance, ou une économie en décroissance. À ce moment-là, ça devient un facteur important de limitation. Mais tant qu'on a une croissance soutenue, actuellement, ça ne change rien. Ça alimente le monstre plus que ça le calme, en fait. OK, parfait. Okay, Monsieur, Brigitte, une dernière question parce que aussi. une dernière. Ah ben, Monsieur Poineau, je crois que Philippe Gauthier a répondu à votre question indirectement. Alors, via Facebook, si on n'a jamais effectué de transition énergétique par le passé, puisqu'on n'a pas remplacé, mais empiler les énergies, pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui? Pourquoi les énergies renouvelables ne viendraient-elles pas seulement s'ajouter aux autres? Première, c'est une bonne question, en fait. Et actuellement, ces dernières années, c'est un petit peu ça qu'on a fait, hein, plutôt. Les énergies renouvelables, plutôt que de remplacer des énergies fossiles, se sont ajoutées. On calcule là, en moyenne, dans les 10 dernières années, quand on ajoutait 100 mégawatts d'énergie renouvelable, on retirait à peu près 15 mégawatts d'énergie fossile. Cela dit, ce n'est pas une loi de la nature. Si les énergies fossiles commencent à être plus rares et très chères et qu'il y a une pression, qui sont soit plus disponibles ou qu'il y a une pression importante pour en sortir à cause du prix, à ce moment-là, les renouvelables pourraient commencer réellement à faire de la substitution. Ce qu'on n'a pas fait beaucoup jusqu'ici, mais le potentiel est là. Ce n'est pas une impossibilité. Donc, je pense que ça va se faire, mais il faut attendre d'abord. Première des choses, il y a une grosse partie du parc énergétique qui est assez récent. Il y a eu la grosse mode là, du gaz entre 2000 et 2015 à peu près, ce qui veut dire que toutes les centrales électriques au gaz dans le monde ont entre 10 et 15 ans ou 20 ans au pire de durée de vie, et ils sont conçus souvent pour à peu près 40 ans. Les entreprises hésitent à scraper un actif qui est encore en bon état de marche
pour le remplacer par un autre actif pour lequel ils vont devoir payer cher, puis que le taux de profit, en plus, c'est problématique. Mais quand les équipements fossiles vont arriver en fin de vie, et que là, on va faire le choix entre est-ce que j'installe un panneau solaire ou une éolienne, bon, qui coûte cher à installer, mais qui après ça marche gratuitement, ou est-ce que j'installe une centrale au gaz qui est un peu moins cher à installer au départ, mais que là, on est rendu en 2040, puis le gaz est rendu rare et cher, puis on n'est pas certain qu'il va en avoir assez dans 15 ou 20 ans. Je pense que la décision d'investir dans les renouvelables à la place va devenir beaucoup plus facile du point de vue des décideurs. Donc, je dirais à Bastien, vous avez raison pour maintenant, mais ce n'est pas certain que ça va durer pour l'avenir. La situation évolue quand même et je sens qu'il va y avoir une accélération à un moment donné. Le problème, c'est qu'elle va arriver un peu plus tard que ce qu'on aurait voulu. Il y a certainement d'autres questions, parce que je vois qu'on a à peu près 10 minutes encore. Éric, on doit se terminer à 1h50. 2 minutes. On doit terminer à 50. Je pensais qu'on avait jusque... Toi, Brigitte, tu as une question? Ben, en fait, je me demandais si c'était pas une question de démographie aussi, parce que si la population humaine continue d'augmenter, j'imagine qu'on va avoir de la difficulté à décroître. C'est clair, écoutez, dans un monde où la population augmente, où la consommation par habitant augmente, où tout augmente et qu'on est en croissance et en course effrénée vers toujours plus, c'est difficile de faire moins. C'est pas vraiment possible. Mais en même temps, je veux dire, comment est-ce qu'on peut contrôler la population de façon raisonnable? Je sais pas trop, là, à mon avis, ça doit... En fait, la population... Ah, j'ai une idée! J'ai une idée. On jette un virus sur la population. Et je décrète que Brigitte Blais est volontaire pour l'expérimenter. Ben, ça va montrer par son exemple la direction à prendre. C'est une farce. C'est facile de parler de démographie puis de dire qu'on est trop nombreux, tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les faits? C'est plus facile d'agir sur notre consommation sur individu. Même si c'est très difficile, ça reste beaucoup plus facile que de se lancer dans des grands... Il faudrait réduire la population, mais comment est-ce qu'on fait ça? À moins de faire revenir Hitler, là, mais je n'ai pas envie que vous non plus. Non. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Je ne sais pas si vous avez envie de continuer à poser des questions à Philippe, et si Philippe, tu as le temps, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Foire Écosphère, sous la conférence qui est en Facebook Live, et continuer là, à échanger à cet endroit-là, sans problème. Alors, tu reçois des merci de tout le monde. Et Steve Pronomo, ce n'est pas dans la nature humaine de prendre un pas de recul. Ouais, de choisir de vivre plus simplement. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, mais on fait face un peu à un mur aussi. Et à un moment donné, il va falloir vivre avec la réalité physique là, auquel on est confronté. Jusque-là, les ressources pour nous permettre d'avoir toujours plus étaient disponibles. On arrive dans une situation où elles ne le seront plus. Et ça change la donne complètement. Ça va sûrement changer nos attitudes face à la vie. Mais évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain là, en claquant des doigts. Parfait. Et ben, merci beaucoup encore, Philippe Gauthier. Et j'invite tout le monde à continuer à venir voir les conférences qui vont suivre. C'est sur la plateforme de la foire virtuelle, la foire Écosphère virtuelle. Et ça, c'est accessible à partir du Facebook de la foire Écosphère ou bien le site web de la foire Écosphère. Et il y a des kiosques à visiter aussi, des kiosques virtuels. L'expérience est vraiment intéressante et on vous encourage à encourager les producteurs québécois qui ont des produits écologiques à offrir. Bien, merci, à bientôt. Merci Philippe. Merci beaucoup. Bien. Ciao.